Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Tour de Commandement, l'endroit où on va leur parler du commandeur, ici Thibaut. Et Emeric. Et aujourd'hui on va mener l'enquête avec le produit Cluedo de l'édition Meurtre au Manoir Karlov. Voilà. C'est Cluedo Ravnica édition. Ok. Voilà. Donc ouais, c'est un... Pour ceux qui ne le savent pas, Hasbro, donc qui détient Wizard, qui détient Magic, détient aussi la licence Cluedo. Et du coup, ils se sont dit, bah, quitte à, autant faire. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Le produit, on parlera très peu de sa conception, puisque du coup, au moment où on tourne la vidéo, on n'a pas le produit sous les mains, donc on peut pas réellement vous en parler. Voilà, moi je sais que quand je l'aurai, je ferai peut-être une partie ou deux pour voir si c'est rigolo ou pas. Ouais. Mais en tout cas, dedans, ce qui est bien, c'est qu'il y a des nouvelles cartes, et on va en parler. Yep. Mais avant ça, on va faire la phase de pub. Et du coup, je tiens à rappeler que vous pouvez suivre la Tour de Commandement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, ou X, voilà, pour être un peu informé de tout ce qui se passe et de toutes les sorties de vidéos. Vous avez également la possibilité d'aller nous suivre sur Twitch, parce qu'on fait des émissions là-bas, voilà, en live. Et vous avez normalement quand ça sort, les archives de la Tour de Commandement, une autre chaîne YouTube qui, du coup, répertorie tous nos lives Twitch passés, et du coup, vous pouvez retrouver les rediffusions dessus. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux pour être mis au courant, et aller sur Twitch pour profiter également des émissions qu'on fait là-bas, notamment de la construction de decks. Pour ceux qui se plaignent de ne pas avoir assez de deck tech sur la chaîne, eh ben, allez là-bas, vous en verrez plein. Et sinon, je tiens à rappeler que, remercier surtout les tipeurs de la Tour de Commandement qui nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement. Sans eux, on ne pourrait absolument pas continuer ce qu'on fait ici, que ce soit ne serait-ce qu'avoir le studio, avoir le matériel et l'entretenir. Tout ça, ça coûte de l'argent, voilà, et le temps qu'on prend, ça coûte de l'argent aussi. Et voilà, donc c'est grâce à ces personnes-là qui nous soutiennent financièrement, sur Tipeee directement, qu'on peut continuer. Donc merci à toutes ces personnes, voilà, elles sont toujours aussi généreuses et aussi nombreuses. Et si jamais vous aussi, vous avez envie de nous soutenir parce que vous appréciez ce qu'on fait, voilà, hein, c'est une idée, et que vous avez les moyens de le faire surtout, n'hésitez pas à aller voir sur Tipeee, c'est dans la description de la vidéo, vous y avez accès, et du coup, là-bas, vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'il y a à gagner en échange. Voilà. En tout cas, merci à ceux qui nous soutiennent déjà, merci à ceux qui seront incités à nous soutenir, qui auront envie de nous soutenir par la suite. Et voilà, et on continue la vidéo du coup. Bien, donc le produit Cluedo Ravnica Edition. Ouais. Du coup, avec des cartes exclusives dedans. C'est ça. En gros, il y aura des cartes qui seront fixes, dans lesquelles on va retrouver les personnages emblématiques de Cluedo, mises sous forme de créatures légendaires de Magic. Donc nous, ça nous intéresse, on est content. Ouais. Et à côté de ça, tu as des boosters, en plus, qui sont affiliés à des guildes, qu'il faut, un peu à la Jumpstart, t'en prends deux, tu mélanges et tu peux jouer ta partie de Cluedo comme ça. Pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas pu le tester, je n'en sais pas plus, mais en tout cas, les cartes sont intéressantes. Et donc on va regarder toutes les cartes, les nouvelles cartes, et il y a aussi des réimpressions. Mais on parlera que des nouvelles cartes, de toute façon, vous le savez, on préfère parler des nouveautés. Voilà. C'est ça. Et on va commencer avec des créatures légendaires, des nouveaux commandants potentiels, au secours. Exactement. Et on commence tout de suite avec... Alors, déjà, je vais le dire tout de suite, avant même qu'on montre la carte, le fait qu'ils aient tout mis en full art... Magnifique. Ouais, c'est joli. Voilà. Non, bon. Le fait qu'ils aient tout mis en anglais, ça l'est un peu moins pour certains de nos... ouais. Voilà, le produit n'existe pas en français, par contre. Voilà, donc vous l'aurez qu'en version anglaise, mais comme je suis là pour vous aider à traduire d'habitude, je vais faire la traduction en direct. Le premier commandant, donc il est mono blanc, c'est Apothecary White, une créature légendaire humain éclair qui coûte 4 dont 1 blanc, c'est une 3-4 avec la vigilance, et quand vous attaquez, vous créez un jeton nourriture pour chaque joueur qui est actuellement attaqué. Ok. Et en payant un blanc en l'engageant et en engageant X jetons nourriture que vous contrôlez. Dégagé. Oui, X jetons nourriture dégagée que vous contrôlez. Vous créez X11 humain blanc. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Ouais, puis ça se file tout seul, donc c'est cool parce que tu vas pouvoir... au début, même si au début t'attaques un seul joueur avec Apothecary, tu vas faire une nourriture. Mais au tour d'après, tu vas pouvoir l'engager pour avoir au moins un humain en plus pour pouvoir attaquer. Enfin... non, parce que... Il vaudrait mieux que tu le fasses avant pour faire en sorte que l'humain... En effet, c'est sur le tour, ça va être tu attaques, tu crées ta foudre, ça fonctionne par avec White pour créer un jeton qui va pouvoir attaquer en plus au tour suivant. Donc c'est un petit peu ça snowball un peu. C'est ça, on reste dans du mono blanc Winnie avec un petit axe nourriture qui est assez facile
à bien rentabiliser avec tout ce qu'on s'est mangé dans le Seigneur des Anneaux, donc pourquoi pas. Le build, ça peut être marrant. Ouais. Bon petit deck pour les stats commencer, sont bonnes, c'est une vigilance en plus, donc elle peut attaquer aussi. Non, ouais, il y a beaucoup de bonnes choses là. C'est ça. Ouais, sympathique. Ouais, sympathique. avec Myriad, ça fonctionne bien aussi. La prochaine, c'est Sénateur Peacock, c'est une créature légendaire humain et conseiller, c'est une 3/4 pour 3 et 2 bleus. Les artefacts que vous contrôlez sont des indices en plus de leurs autres types et ont, pour 2 incolores, sacrifié cet artefact, piocher une carte. Et à chaque fois que vous sacrifiez un indice, la créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. En toute simplicité. Ça paraît très fort quand même. Hein. Parce que du coup, je veux dire, des artefacts, il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal de choses que tu te dis, ils ont des effets d'arrivée en jeu. T'en as certains qui ont des effets quand ils partent au cimetière aussi. Donc ça peut être très intéressant de les sacrifier. Donc super utile. Et dans un jeu un petit peu à la manière de Sai. J'allais dire Emery, mais ouais. Voilà, ou de Emery, en effet, ouais, Sai ou Emery. De toute façon, ils vont y avoir ils fonctionnent bien ensemble. Hein. Voilà, ça va être un peu la totale, mais c'est vrai que entre le côté sacrifice d'artefacts et réanimation d'artefacts, Peacock en fait se retrouve vraiment au milieu de tout ça, super bien. Une petite pièce en plus. C'est une bonne petite pièce en plus parce qu'il y a quand même ce petit côté, bah tiens, je vais piocher. Et ça me fait penser beaucoup à ça, en effet, dans cet élément-là. Mais alors avec le côté aggro qui peut être pas mal du tout, notamment si vous jouez, je pense, à certaines créatures, notamment des créatures qui ont X de force, X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Donc voilà, ça genre peut être très sympa. Les Construct. Oui, voilà, les Construct, il y avait... ah mince, il y en avait une, c'était le truc L'Engeance des Étoiles. La Broodstar, ouais. Broodstar, voilà, qui est pareil, voilà, il y en a pas mal comme ça. Il y a pas mal de trucs, voilà. T'en as un autre, un petit, un X, je sais plus combien, qui est vol, voilà, qui vient de Modern Horizon 2. Après, il y a plein de trucs qui disent des équipements en plus que tu peux rajouter. Bien sûr. Il y a ce qu'il faut, quoi. Voilà. Donc ouais, le build est intéressant, puis le fait de juste dire, bah, je vais sacrifier un artefact pour pouvoir dire, bah lui, il est imbloquable, ça semble vraiment pas mal, quoi. Ce qui me fait dire d'ailleurs que, je viens de repenser à un truc, regardez le 7ème Docteur. Ce qui fonctionne avec les indices, et il aime bien ne pas être bloqué. Ah ouais, c'est vrai. Hey c'est vrai. Voilà. On troisième, continue... De quoi? Le 3ème aussi. Le 3ème? Plus simple pour chaque jeton non-créature que tu contrôles. Oui, aussi. Bien sûr, oui aussi. Mais l'autre créait des indices au moment où il attaquait, il te faisait faire un guess. Et t'avais un truc avec les... oui. T'avais un truc avec les jetons... J'ai l'impression que c'était il y a si longtemps. Ouais, mais non. On continue avec Mastermind Plum. Qui est du coup une créature légendaire humain et sorcier, 2/2 pour 3 dont 1 noir. Et quand il attaque, vous exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Et si une carte d'artefact est exilée de cette manière, créez un jeton trésor. Il y en a qui ricanent, vas-y. Et quand vous lancez un sort, si du mana d'un trésor a été dépensé pour le lancer, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Juste le deuxième bloc de texte. Hein. Ouais, parce que le premier c'est plus... le premier c'est au cas où, tu vois, pour forcer un peu l'attaque. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les commandants précédents. Ouais, c'est ça, côté, exactement. Hop. Bon, bah, il est bien, Mastermind, là. Ouais, bah ça semble assez fort, hein, de pouvoir... Cantrip sur toutes tes utilisations de mana. Si t'as un zombie et Pitiless Plunderer, tu peux piocher ton deck. Tu peux piocher ton deck. Du coup... Ah, mais c'est chiant. Parce qu'il faut que tu sois sûr que quelqu'un à la table va jouer un Oracle de Tassa, tu joues en prise des prétors, tu vas lui piquer. C'est rigolo. Bon, bref, je divague. Je divague, oui, tu joues aristocrate. Bien sûr que tu joues aristocrate. Mais voilà, c'est assez fat. Mono black, trésor. On sait que ça marche. Il y aura un peu de sacrifice dans le deck, toujours, pour pouvoir vous assurer une source de trésor, en fait. Et c'est vrai que Pitiless Plunderer, mine de rien, c'est une très bonne source de trésor. Donc, ouais. Il y a ça, et il y a celui du Secret Lair où il y a Hugh Grant dessus. Il est très fort parce que du coup, il dit que quand tu sacrifies un truc par tour, à chaque tour, tu fais un trésor. Donc ça peut être cool aussi. Violence. La suivante, c'est Headliner Scarlet, créature légendaire humain et psychagog. C'est une 3/3 pour 3 et un rouge, avec la célérité. Quand elle arrive en jeu, les créatures que le joueur cible et contrôle ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Et au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée, vous pouvez la regarder et jouer cette carte. Disturb. Oui, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Ouais, voilà. Ok. Ouais. C'est bien, Bah déjà, le côté, elle arrive en jeu...
Elle arrive en jeu, vas-y, tu peux pas me bloquer sur 6, ça peut être un kill, hein. Carrément, sur un bon board, ça peut être fini. Hein. Ouais. Donc, un commandant utilisé avec un bon tempo. Et après, ouais, au début de l'entretien, le côté, vas-y, j'ai une impulse draw automatique. Super. Mais, du coup, je me dis, alors, à la tête de son deck, ça va être pas mal, parce que t'as 2-3 trucs que tu peux faire qui sont assez cool. Tu peux jouer sur le fait pour lancer depuis l'exil, mais j'ai quand même bien envie de la jouer dans d'autres decks. Ouais. De dire, vas-y, je vais la jouer justement dans tous les decks qui jouent avec l'exil et tout. Donc ouais. Après, je sais pas si je la jouerais tant en aggro que ça, mais bon. Non, mais tu vois, par exemple, moi, dans War Doctor, ça peut être jouable, parce que ça me fait un effet en plus de cartes qu'on exile. Bien sûr. Des fois, j'ai besoin d'aller passer chez quelqu'un d'autre pour attaquer avec le docteur, donc pourquoi pas. Par contre, c'est marrant, c'est la première qu'on voit où les deux capacités sont pas liées l'une à l'autre. C'est vrai. Y a pas de... Ouais, mais c'est deux trucs que le rouge aime bien faire. Voilà, donc ouais. Ok. On continue avec Emissary Green, qui coûte 4 et 1 vert, pardon. C'est une créature légendaire humain et conseiller 3-3. Et quand il attaque, en commençant par vous, chaque joueur vote pour profit ou sécurité. Vous créez un nombre de jetons trésors équivalent à 2 fois le nombre de votes profit. Et vous mettez un nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, équivalent au nombre de marqueurs de votes sécurité. C'est quand même très con. Hein. Bon, faut attaquer. Faut attaquer avec. Mais putain, qu'est-ce que c'est con. Ouais, mais en même temps, si t'attaques avec et que les gens commencent à voter pour la sécurité, tu boostes Green. Bah oui, mais personne votera sécurité. Donc t'es sûr de te faire des trésors. Ouais, mais derrière, en multiplayer, si t'es à 4 personnes, si tout le monde vote pour trésor, ça veut dire que tu te retrouves avec 8 trésors. Ouais. Et du coup, même si Green il meurt, tu peux le relancer automatiquement. Bah oui. Là, c'est complètement... C'est pas mal, hein. Ah, il est pas mal. C'est rigolo. Ah, et encore une fois, voilà, c'est deux trucs qu'aime bien faire le vert, ça rampe et ça booste. Il est un peu cher, mais c'est justifié. Ouais, bah oui, voilà, oui. 5 mana, c'est complètement normal. Mais ouais, assez cool, quoi. Tu mets la vieille rongeuse avec. Tu le mets dans un deck combat supplémentaire. Oui, voilà, c'est ça. Tu le mets dans un deck vote, hein. C'est vrai qu'on a eu des commandants vote encore assez récemment avec celui de l'elfe de... Ou tout le deck simic, hein. Ouais, voilà, aussi. Donc ouais. Le dernier des 6 commandants en full art qui sont les personnages de Cluedo, c'est le commandeur Moutarde. Créature légendaire, humain et soldat, c'est une 5/5 pour 3, un rouge et un blanc. Il a la vigilance. Les autres soldats que vous contrôlez ont vigilance, piétinement et célérité. Et pour 2 incolores, un rouge et un blanc, jusqu'à la fin du tour, les soldats que vous contrôlez ont, à chaque fois que cette créature attaque, elle inflige une blessure au joueur défenseur. Et il est bien, hein. Ah, les mots-clés, quoi. Vigilance, piète, célérité. Alors après, il coûte 5, donc... Ouais, mais t'inquiète. Ouais, mais la célérité, voilà, il arrive un peu après la bataille, quoi. T'inquiète. Mais ouais, Moi, j'aime bien l'effet du Hellrider, en plus, quand ça attaque, ça va coller 1, j'aime bien. En fait, ouais, là, il n'y a pas vraiment de défaut, quoi. Je veux dire, la carte, elle est très bien comme elle est, ça demande beaucoup de mana pour la lancer, beaucoup de mana pour activer sa capacité, mais bon, je veux dire, à un moment où tu auras peut-être beaucoup trop de mana, tu pourras activer 2 fois la deuxième capacité, juste pour dire, vas-y, c'est pour coller des blessures, pour essayer de mettre la patate, quoi. C'est le premier vrai commandant tribal soldat qu'on a, je crois. Non, il y en a eu d'autres récemment. En vrai en oui, bien... Il y en a eu des récents. Bah, on en a eu en blanc-bleu, avec Dominaria Uni. Ah, non, Brother Soir plutôt. Non, Dominaria Uni et Brother Soir. On en a eu dans les deux. Ouais, donc on a déjà eu des commandants soldats. Mais ici, on est en blanc-rouge et bon, c'est assez efficace, quoi, là-dessus. Bah, c'est là pour taper, quoi. Les mots-clés sont géniaux. Alors après, piétinement... Il va falloir booster tes soldats. Oui. Il y en a certains qui vont vraiment en bénéficier, c'est sûr. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, je pense, à faire autour. Enfin, en mode aggro, tribal, voilà, let's go. On passe maintenant aux cartes non full art, mais qui sont quand même exclusives, et c'est encore des nouveaux commandants. Il y en a 3, en fait, qu'on peut retrouver dans les decks, dans les boosters au pif. Et on commence avec Amzu, Swarm's Hunger, la fin de l'essaim. La fin de l'essaim. Qui coûte 5, dont un noir et un vert. C'est un insecte chaman 3-3 qui a le vol et la menace. Les autres insectes que vous contrôlez ont la menace. Quand une ou plusieurs cartes quittent votre cimetière, vous pouvez créer un jeton 1-1 noir et vert insecte, puis mettez un nombre de marqueurs +1/+1 sur lui, égal à la plus grande valeur de mana parmi ces cartes. Et faites-le uniquement une fois par tour. Ça me rappelle un peu tout le truc de texte, ça me rappelle le Necron. Tu sais, qui crée des Necrons, là t'en crées un seul mais tu le boostes.
Ça fait qu'une seule fois par tour, par contre, c'est un peu dommage. C'est un peu justifié. C'est un peu justifié. Parce que c'est marqué quitte le cimetière, pas part en exil. Ouais. Et ben, le Nécron, c'est quitte un cimetière, fait 2 jetons. Oui. Et c'est pas limité. Oui. Bon, sinon, voilà, il coûte 5, ok. Il donne la menace, il a lui-même la menace. On avait déjà Zix de Jumpstart qui commençait à être là en mode ouais, vous savez, moi je peux faire commandant insecte. Là, celui-là, il m'a l'air quand même un peu mieux. Ouais, c'est sympathique. Voilà, après tu vas jouer effectivement un build accès autour d'un petit peu de réanimation. Tu vas aller chercher Grist, tu fais regarde, Grist, c'est un insecte dans mon cimetière, je le joue, je suis un insecte. Après, Meren fonctionne très bien avec. Oui. Parce que ça se fait une seule fois par tour. C'est vrai. Bah, vas-y, let's go. Voilà. Mignon en tout cas. Très bien si vous voulez un deck axé autour des insectes. Et du réanimateur. Pour commencer, c'est assez cool. La suivante, c'est Lavinia Foil to Conspiracy, qu'on pourrait traduire par genre le fleuron de la... Enfin, c'est genre un très bon détective. Voilà. C'est une 2-3 pour un incolore et 2 hybrides, blanc et bleu. Créature légendaire humain et détective, elle a la vigilance. À chaque fois que vous lancez votre second sort à chaque tour, enquêtez. Et on peut l'engager pour ajouter 2 mana incolores, n'activer que pendant le tour d'un adversaire. Bah, là, on retrouve un petit peu ce qu'il y avait avec certaines fées, avec Nimris et Alela récemment. Ouais. C'est le côté, vas-y, tu lances ton second sort à chaque tour, tu vas investiguer. Ah, mais c'est comme quand on en parlait pour Alquist et l'autre. Putain, qu'est-ce que c'est long, quoi. Tu fais juste... Non, je dis de la merde, parce que c'est le second sort à chaque tour, c'est pas pendant les tours adverses, donc ouais. Ouais. Pendant le tour adverse... Enfin, ça reste lent, quoi. Ouais, bien sûr. Je sais pas, il m'inspire pas plus que ça. Elle est sympa, mais ça m'inspire pas... Ouais, bah après, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec l'Investigate, quoi. L'avantage, c'est que c'est un dork qui peut permettre d'utiliser tes indices. Ouais. Donc voilà, elle fournit le mana directement. Donc non, il y a... C'est surtout l'utilité des indices, en fait, pour moi, qui va déterminer l'utilité de Lavinia. C'est quel genre de deck on peut construire autour de ces indices-là et comment est-ce qu'on peut les exploiter. Ouais. Donc ouais. On continue avec Lonis, expert en génétique, qui coûte 3 dont 2 hybrides bleu-vert. C'est une créature légendaire serpent humain et détective. Pardon, serpent elfe et détective, excusez-moi. C'est une 1-2 avec l'évolution, c'est-à-dire quand une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si elle a une force ou une endurance supérieure à Lonis, bah vous mettrez un marqueur +1/+1 sur Lonis. Voilà. Et quand un ou plusieurs marqueurs +1/+1 sont mis sur Lonis, quoi ? Enquêter autant de fois. Enquêter autant de fois, ok. La phrase était tellement courte que je ne comprenais pas. C'est, voilà, enquêter autant de fois, let's go. Et quand vous sacrifiez un indice, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée que vous contrôlez. Moi j'aime beaucoup en tout cas le fait que t'as envie de lui mettre plein de marqueurs pour pouvoir avoir beaucoup d'indices. Et avec ces indices, il faudrait trouver un moyen un peu... Il y a un truc qui met... non. Il y a un truc qui gagne des marqueurs, c'est la traqueuse. Qui gagne des marqueurs quand tu sacrifies un indice. Ouais. Mais du coup ça compte pas. On n'a pas de trucs qui permettent de mettre des marqueurs sur n'importe quelle créature, il me semble. Donc bon, ouais, ça a l'air d'être un deck qui va un peu synergiser autour de indices, marqueurs, aggro, quoi. C'est ça, il y a le passé dans les decks commandeurs de Baldur's Gate, qui fait que du coup, en fait, en gros, ça dit que tu peux sacrifier ton indice et avoir les mêmes effets que l'indice, sauf qu'en plus tu mets un marqueur sur une créature, donc tu cibles Nice et donc t'as tout le temps un indice. Ce qui peut être cool aussi. Ouais, ça peut être sympa en effet comme synergie, voilà. Ouais. En tout cas, c'est sympa. Ouais. On va passer du coup à toutes les cartes qui ne sont pas des commandants, mais qui sont des nouvelles cartes qui sont exclusives au booster de la Cluedo Ravnica Edition. À savoir que de ce que j'ai compris, il y a 8 boosters par deck, par jeu, et que donc du coup, on n'est pas assuré d'avoir toutes ces cartes-là, en achetant une fois le jeu. Voilà. Et il y a 3 nouvelles cartes en tout par guild. Et là, on en a déjà vu celle des Golgari, celle des Azorius et une pour les Simic, donc on va voir la suite. Et on commence par Azorius. Avec le Suppressor Skyguard, c'est une créature humain et chevalier, c'est une 2/4 pour 2 incolores, un blanc et un bleu. Il a le vol. Et quand un joueur vous attaque, si ce joueur a un autre adversaire qui n'est pas attaqué, on prévient toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce combat-ci. Je la recommence. Non, mais tu sais, t'as bien fait. En gros, ouais, si ce joueur n'attaque pas tous ses adversaires en même temps, ça. Les blessures tu préviens toutes tes blessures, en fait, qui sont
toutes les blessures que tu devrais subir toi. Ok. De combat. Donc en fait, il est obligé d'attaquer tout le monde en même temps s'il veut... Du coup, si tu joues Pramicon, il n'y a plus d'attaque. Ouais, Pramicon, c'était déjà chiant, tu vois, parce que c'était droite ou gauche, là c'est... Non. Ah oui, non, c'est assez violent, en effet. Ouais, c'est rigolo. Ouais, un petit 8-bear, là. Un petit 8-bear volant. Enfin, un petit. Ouais, quand même bien. Un bon 8-bear, quoi. Ouais, pas mal, hein. Ouais, il est pas mal. Je n'ai pas grand chose à dire, hein. C'est un peu dans le style de. Enfin, c'est ce qu'on peut très bien mettre avec Prison Fantomale et Propagande. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Tout ce qui est pilo forte, ça va être dedans. Ouais, c'est ça. On va continuer avec une autre créature Azorius, c'est le Portal Manipulator, qui coûte 4, dont 2 hybrides blanc-bleu. C'est une 3-2 humain et sorcier qui a le flash. Quand elle arrive sur le champ de bataille durant la phase de déclaration des attaquants, choisissez un joueur ciblé et n'importe quel nombre de créatures attaquantes contrôlées par vos adversaires. Toutes ces créatures attaquent maintenant le joueur ciblé. J'adore le... C'est pas la première fois qu'on a ce genre de truc, on avait parlé de l'illusionniste ou tout ça, mais celle-là, je la trouve encore plus vicelarde parce que tu choisis où ça va. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est vraiment une bonne carte, je trouve. On est encore une fois dans ce côté Azorius, très vas-y, on va contrôler et temporiser un maximum. C'est ça. Et c'est intéressant, c'est très intéressant. Ouais, j'aime beaucoup là. On va passer au Dimir. Et on commence avec le Dimir Strandcatcher, c'est une créature peuple fée et gredin, c'est une 3-3 pour 2 incolores et 2 hybrides noirs-bleus. Elle a le vol. Et quand vous attaquez, surveillez X, où X étant le nombre d'adversaires qui sont attaqués. Au début de chaque étape de fin, si 3 cartes ou plus ont été mises dans votre cimetière depuis n'importe où autre que le champ de bataille ce tour-ci, piochez une carte. Automeule, ou même si tu joues déjà 2 sorts, ça te met 2 cartes. Ouais, donc pourquoi pas. Ouais, c'est cool. Ouais, on a un petit. Et c'est each and step. Ouais, each and step. Après, ça va être plus compliqué pendant les tours adverses. L'avantage, c'est que lui, il a déjà son petit côté surveille, let's go. Tu l'as joué dans Nimris, tu vois, par exemple. Ouais, bien sûr. Parce que t'as tendance à jouer beaucoup de cartes pendant le tour adverse. Déjà, Nimris, en plus, a sa capacité qui fait que tu regardes les 2 cartes, t'en mets une au cimetière, une autre. Donc ouais, c'est... Sur ce genre d'effet, ouais. Mais du coup, on est sur un petit côté automeule, surveille, qui est très intéressant. Quoi. Et encore une fois, t'as ce côté où il faut attaquer tout le monde. Ouais. C'est très jouable dans le deck fait d'ailleurs au passage. Vu qu'on a Eldraine qui est passé récemment, je préfère le préciser, mais c'est vrai que du coup ça fonctionne bien dans le tribal aussi. Voilà. Continuons avec le Memory Vampire, une créature Vampire Detective qui coûte 6 dont un bleu et un noir. C'est une 4-4 vol. Et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, n'importe quel nombre de joueurs ciblés meulent chacun autant de cartes. Et ensuite vous pouvez récolter des indices 9. Quand vous faites ainsi, vous pouvez lancer une carte non-terrain du cimetière du joueur défenseur sans payer son coup de mana. Ça fait... J'ai eu du mal à traduire, mais en même temps, il y a beaucoup de choses. Donc vous attaquez tous. Toi, je t'attaque. On meule tous 4. N'importe quel nombre de joueurs meule tous 4, du coup, avec Memory Vampire. Ensuite, on va récolter des preuves 9. Et si on fait ça seulement, tu peux lancer un sort dans le non-terrain. Du cimetière du mec que t'attaques. Que t'as attaqué, ouais. Ça fait beaucoup de trucs quand même pour... Bon après, ça coûte 6, tu vois, mais ça fait beaucoup de choses. Hein. C'est très drôle. C'est lourd. C'est très lourd. Ouais, parce que moi, j'aime bien. Évidence 9, c'est pas infaisable. Je pense que c'est même... Ça devrait aller. Bah surtout à 6 en fait. Après, il faut vraiment que t'aies un truc très bien. Inverse, quoi, surtout. Mais t'es pas obligé. Tu peux juste dire, je t'attaque, on se meule tous de 4 et puis j'attends, tu vois, c'est pas grave. Ouais. T'es pas obligé de collecte maintenant, tu vois. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ah, c'est rigolo. Oh, bah, il y a 2-3 trucs, c'est vrai que si tu joues meule, il y a moyen, quoi, il y a moyen. Ouais. La carte suivante, c'est le Undercover Butler, donc le... c'est quoi, c'est le majordome sous couverture. C'est ça. Créature humain et gredin, c'est une 2-3 pour 2 et un hybride bleu-noir. Et quand il attaque le joueur qui a le plus de points de vie ou qui est à égalité avec le plus de points de vie, il ne peut pas être bloqué. On a un retour de cette mécanique-là. Tiens, t'as le plus de points de vie, bah vas-y. Ouais, bah après, ça c'est un truc qui se fait souvent en partie casu, de dire ouais, bah vas-y, je t'attaque parce que t'as le plus de points de vie, tu vois. Donc là, avec le majordome, ce qui est bien, c'est qu'au moins... Mécaniquement, on l'avait eu, notamment avec les passés. Donc là, c'est assez intéressant d'avoir ce système-là aussi sur une autre créature. Après... c'est juste mignon, on s'en fout, c'est une 2-3. Il y a rien, en fait. On vous en parle parce que c'est dans le pack, quoi. Ouais, je trouve même un peu trop vanilla, un petit peu trop léger, en fait, pour... Si tu joues encore à No One, ça peut être cool. Ouais, bien sûr. Ça te permet bien sûr. Si tu joues Rogue, oui, ça peut être sympa. Voilà. Ouais.
Mais bon, Après, t'as des rogues qui, pour moins, sont déjà imbloquables de base tout le temps, tu vois. C'est ça. Donc moi, je le trouve un peu léger. Oui, mais le flavor, par contre. Regarde-le là, il est là, avec son petit nœud. Il réajuste son petit nœud pape. Dress for the job you want. You want them to think you have. ouais. Tu vois, c'est... il a une saveur, tu vois. Ouais. On passe maintenant au Rakdos avec le Frenzied Gore Spawn. Une créature horreur qui coûte 5, dont un noir et un rouge. C'est une 4-4, et quand il arrive sur le champ de bataille pour chaque adversaire, incitez une créature ciblée que ce joueur contrôle. Ok. Et quand une ou plusieurs créatures attaquent l'un de vos adversaires, ces créatures gagnent la menace jusqu'à la fin du tour. Wow, on aime bien ce genre de carte généralement. Ouais. Celle qui donne des capas en face pour être sûr d'être tranquille et de sauver son petit cul, c'est assez cool. Adversaires, c'est bien. Ouais, c'est ça. Bien. Sauf que là, en plus, en face, là, ça te laisse un body, quoi. T'as une 4-4. Ouais. Tu vois, donc t'as pas... C'est quoi, c'était un humain qu'on avait avant qui coûtait 4, mais ça devait être une 2-2, je crois, un truc comme ça. Une 3-3. Non, mais c'est cool. C'est cool, bon, le God quand c'est ETB, à la limite, bon... Oh, c'est mignon, mais l'avantage, c'est que c'est chaque adversaire. Ouais, t'incites une créature par personne. Chez chaque adversaire, c'est pas mal, en effet. Ouais. Mais je pense qu'en effet, oui, dans ce style de jeu, ça va aller, quoi. Si tu veux jouer avec Cardur en plus à côté, voilà, ça... Ouais, par exemple, ouais, ça peut être cool. Ouais. La carte suivante, c'est le Carnage Interpreter. C'est un diable et détective. C'est une 3-3 qui coûte un incolore et 2 hybrides noir-rouge. Quand il arrive sur le champ de bataille, défaussez-vous de votre main, puis enquêtez 4 fois. Tant que vous avez une carte ou moins en main, il a +2/+2 et à la menace. Mais regarde-le, il est trop mignon, il a un fedora. Regarde, il a un petit chapeau. Aïe. Bah après en vrai il a Hellbent. Le simili la simili wheel avec vas-y défausse ta main, investigate, t'es là. Ouais alors bon c'est pas vraiment la même chose non plus hein, si. Donc t'es là ouais bon. Après ouais le Hellbent avec le +2/+2 menace. Voilà, Hellbent c'est une capacité qui disait que si t'avais plus de cartes en main ou une Ah non, c'était plus du tout de cartes en main, il me semble. Bah en fait, t'avais un boost souvent sur tes capacités ou sur les effets des cartes. Notamment, par exemple, t'avais un tutor qui existait, qui te demandait le Hellbent, du coup, bon, voilà. C'est une capacité qui est tombée dans l'oubli, parce qu'honnêtement, c'était pas tip-top, voilà. Mais ici, Carnage Interpreter, bah, l'avantage, c'est un peu comme les commandants qu'on a vus, c'est il fait lui-même, il met en place sa capacité lui-même. Ouais. Donc bon, ouais. Après, voilà, c'est un diable, hein, sinon. Oui, ça peut être très sympa si en vous effet. Jouez en synergie, ça peut être cool. Bien sûr. Après, si vous jouez réanimateur, ça peut être cool aussi. Oui. C'est votre main. Oui. Vous aimez bien avoir des choses au cimetière, tout va bien. Quoi. Ouais. Ou Madness. Pas mal. Voilà. On continue avec Incriminating Impetus. On voit où est-ce que ça va aller. Un enchantement aura qui coûte 3, dont un hybride noir-rouge. Ça enchante une créature. Surprise. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on suspecte la créature enchantée, c'est-à-dire que la menace, elle ne peut pas bloquer. Et la créature enchantée gagne +2/+2 et est incitée. Menace peut pas bloquer et est obligé d'attaquer tout le monde sauf quelqu'un que toi, +2/+2. La vache. Incriminating Impetus. T'es là, ouais, bon, en même temps, si t'avais des flammes comme ça qui sortaient de ton corps, oui. C'est pas mal, hein. Tes repères vite, hein. Moi, les Impetus, ça me fait toujours rire, mais celui-là, il est vraiment rigolo. Ils sont pas mal en général. Mais ça fait beaucoup de trucs pour 3 mana. Hein. Ouais. Mais en fait, il me semble que ça ressemble beaucoup à un Impetus rouge qui existait, mais qui n'empêchait pas de bloquer, par contre. Ouais. Voilà. Non, bon. C'est mignon. C'est mignon, c'est pas mal. Un de plus. Voilà. On passe au Grul. Et on commence avec le héros de Ilarg. C'est une créature bête et sanglier. 3-3 pour 2 incolores, un rouge et un vert, il a le piétinement. Et quand vous lancez un sort de créature, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur l'héros de Ilarg. Si ce sort a une mana value de 5 ou plus, le héros de Ilarg inflige des blessures au nombre de marqueurs sur lui à chaque adversaire. Ah la vache! C'est un peu con ça. Oh là là! Ah ça me... j'aurais bien voulu que ce soit un commandant, tiens. C'est un peu con, hein. Je me rappelle ce sort qui disait que chaque fois que tu lances une créature, tu fais un mana vert. Par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est sanglier et bête en même temps. T'inquiète, pose pas de questions. C'est un sanglier ++. C'est parce qu'il a les yeux qui font de la lumière, là. T'es là, bon, vas-y, c'est une bête. Il était choisi par Ilarg. Ok. Très fort, hein. Enfin, moi, je veux dire... De toute façon, le tour suivant, après avoir été posé où il va attaquer, il sera déjà 5-5 à ce moment-là.
Donc t'es là, il aura déjà mis des... Enfin, si jamais t'as joué un sort à 5, il va probablement avoir mis des dégâts aux adversaires. Enfin, c'est ultra violent. Hein. En plus, tu joues marqueur +1/+1. Tu peux t'amuser à le jouer en boostant le nombre de marqueurs avec Hardened Scales, etc. Et t'es là, avec le rythme de la forêt. Rythme de la forêt, ouais. C'est n'importe quoi. Voilà. Mais il y a un bon potentiel, en tout cas. Sur un deck qui comporte beaucoup de créatures, ça va être très efficace, quoi. On a ensuite le Stampede Surfer. Oh, lui aussi, il chevauche des sangliers. C'est une créature humain et guerrier 4/4 pour 5, dont 2 hybrides rouge-vert. Il a la célérité. Et quand il attaque, pour chaque adversaire, vous créez un sanglier 2/2 engagé et attaquant ce joueur. Non, mais ouais, dans les decks jetons, Geared, par exemple. Ouais, Geared, en effet, c'est celui auquel je pensais. Ça marchera pas mal. T'en fais une copie avec un... Je sais pas, genre... Comment il s'appelle, l'autre Feldon. Ouais. Ouais, tu peux faire des copies un petit peu à droite à gauche avec ce que t'as, donc ouais. Non, ça fonctionne très bien, hein. Je pense, Stampede Surfer, t'es là, en termes de présence sur le board et d'agressivité, ça met la pression tout de suite. Ouais, hein. Donc, On passe à la dernière carte Grul, c'est le Furious Spine Splitter, c'est une créature ogre et guerrier, c'est une 3/3 pour 2 incolores et 2 hybrides vert-rouge. Il a le piétinement, et au début de ton étape de fin, tu mets un marqueur +1/+1 pour chaque adversaire qui a pris des dégâts ce tour-ci. Ouais. C'est sympa ça aussi dit. Oh tiens, j'ai une 6/6. On est tour 4. En plus, encore une fois, ce sont des blessures, non pas des blessures de combat. Ouais. On était là, ah ouais. Donc mes petites conneries qui mettent des blessures à chaque adversaire, ça va être efficace, quoi. Non, c'est bien, hein. Ah ouais, ça peut être... c'est de la bonne bête, quoi. C'est une bonne bête, ça coûte que 4. Encore une fois, marquer un +1/+1. C'est cool, ouais, voilà. Voilà, c'est pas mal. Next. On passe maintenant au Selesnya avec Vernal Sovereign, une créature élémentale et... Élan. Ouais. Élan. Qui coûte 6, dont un vert et un blanc. C'est une 4/4. Et quand elle arrive sur le champ de bataille ou attaque, crée un jeton d'élémental vert et blanc avec... Cette créature a une force et une endurance équivalent au nombre de créatures que vous contrôlez. Pas ce jeton. Si, ce jeton-là. Oh, le jeton de la voie de la résurgence, là. Ouais, c'est celui-là. Ah, putain. Quel enfer, ce jeton. Bah, il sera bien, hein, le truc là. Bon, il coûte 6, mais il sera bien quand même, tu vois. Tu vas pouvoir peupler, en faire plein de la même. Après, ouais, 6, c'est un peu cher, quoi. Mais bon, t'as vu le truc. Ouais. Puis bon, l'essentiel, c'est que t'aies déjà créé un board à côté. Ouais, c'est ça. Il arrive en jeu, il fait tout de suite son jeton. C'est ça, lui, il est 4/4, il va venir au moins avec une 6/6, tu vois. Ouais. Et puis il en refera une deuxième quand il va attaquer et qu'il va mourir. Parce que, exactement, parce que ou si tu te dégages. Ouais. Donc, ouais, non, ça va. Ouais. Ok. Pourquoi pas. La carte suivante, c'est l'évangéliste du conclave, créature éléphant éclair. C'est une 4/4 pour 3 incolores et 2 hybrides vert blanc. Il a la myriade. Et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez un jeton qui est une copie de l'évangéliste du conclave. Piétinement, j'engage. Ah, quelle horreur. Et c'est vous qui vous démerdez. Oh la vache. Il va y en avoir beaucoup des comme ça. Si tu touches avec tous tes évangélistes, avec la myriade, t'es là. Oh bah tiens, je vais faire 3 copies de plus. J'en ai 4 sur le board de manière permanente. 2 copies. Pardon, oui. Non, 3. Ah, si tu le comptes lui en plus. Ouais, si tu le comptes lui. Oui. Mais du coup, tu crées 3 copies en plus. Ouais. Et t'as 4 permanentes, du coup. Puis ainsi de suite, quoi. Bah, de toute façon, myriade avec ce genre de capacité, on avait vu un autre qui était pas... ouais. Le docteur. Non, pas le docteur, le maître. Ouais. Voilà, qui était pareil dans le genre stupide. Là, ils ont fait une version blanc-verte un petit peu moins... voilà. Mais ouais, un peu moins vite fait, quoi. Enfin, c'est quand même bien. C'est quand même assez violent, ouais. Ouais. Par contre, l'illustration, j'ai l'impression que les éléphants, ils ont de très petits yeux. Même un peu globuleux. Bizarre. Peut-être. Ouais. On va continuer et finir les Selesnya avec Sumala Rumblers, une créature give, qui coûte 4, dont 2 hybrides blanc-vert. C'est une étoile 4 qui a une force équivalente au nombre de créatures que vous contrôlez et qui a la myriade. Voilà. Simple, basique, ça fonctionne. Ça tape. Ouais, c'est efficace. Ouais. Faut leur donner du piétinement, c'est un petit peu quand même. Les 3 cartes, c'est le même défaut. On passe aux 2 cartes simiques, on avait déjà vu l'Onis. La première, c'est le Unruly Krasis, créature requin, pieuvre et lézard. C'est une 4/4 pour un incolore, un vert et un bleu. Elle a le piétinement, elle. Quand le Unruly Krasis attaque, vous pouvez faire que la base force et endurance d'une autre créature que vous contrôlez devienne XX jusqu'à la fin du tour, X étant la force du Unruly Krasis. Et elle a adaptation 3 pour 3 incolores, un vert et un bleu.
Donc s'il avait pas de marqueur +1/+1 sur elle, vous lui mettez 3 marqueurs +1/+1. Ouais... ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Oh, la fête au mot-clé, quoi. Oh. Sympa. Le changement de force et d'endurance, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Voilà. Bah, surtout, en fait, moi, je pense, il y a certains commandants qui pourraient vraiment bénéficier. En bénéficier de fou, ouais. Surtout qu'en plus, on garde tous les délires de marqueurs qui sont dessus, puisque du coup, on change que la force et l'endurance de base, toujours. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, ouais, derrière, s'il y a des jeux marqueurs... Bah, de toute façon, je pense que ce style de carte dans un jeu marqueur, c'est évident que c'est bon, en fait. Ça fonctionne plutôt pas mal. Puis regarde les stats. 4-4 piétinement juste pour 3 mana, en vrai, c'est bien, tu vois. Ça me rappelle un peu ce que je faisais avec... ce que je fais avec Thanazir Quandrix dans leur deck Ah ouais, probablement, ouais. Voilà. Donc ça fonctionne de la même façon. Ok, bien. Et la dernière carte des Simic, c'est le Skulkling Sentinel, une créature crabe elfe qui coûte 3 dont 2 hybrides vert bleu. C'est une 3-2 flash vigilance, et quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, cette créature devient un crabe bleu, en plus de ses autres types, et gagne la défense talismanique. Eh ben c'est cool. Ok. C'est fun. En vrai, c'est rigolo. Tiens, t'es un crabe. C'est une protection sur une créature. Protection plus un boost. On va passer au IZ et on commence avec Corporeal Projection. C'est un rituel qui coûte un bleu et un rouge. La créature ciblée que vous contrôlez gagne myriade jusqu'à la fin du tour. Et ça surcharge pour 3 incolores, 2 bleus et 2 rouges. Voilà. Alors, ce que je regrette beaucoup, c'est que ce soit pas c'est bleu-rouge. Ah, c'est pas les couleurs dans lesquelles si, dans les couleurs, c'est parfait. Mais moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait de l'Overload dans une autre couleur pour l'occasion, quoi. Genre en Boros. Overload. Ils en ont déjà fait en noir. Oh, c'est pas drôle. Mais ouais, sympa. Ouais, non, c'est assez cool là-dessus. Non, oui. Rien à dire, c'est trop bien. Ouais, c'est bien. La myriade juste pour 2, déjà de base, c'est pas mal. Mais c'est alors, ça, en fait. Le moment où t'arrives à faire Overload et que t'as vraiment un beau board, t'es là... Bon, oui. Quand même douiller un peu. On continue avec le Resonance Technician, une créature anomalie détective qui coûte 5, dont 2 hybrides bleu-rouge. C'est une 4-4 avec le vol, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, enquêter 2 fois. Ok. Et en engageant X artefacts dégagés que vous contrôlez, copiez un éphémère ou un rituel, un sort d'éphémère ou rituel que vous contrôlez avec une valeur de mana de X. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Enfin, ça t'embête qu'il faille l'engager? Ouais, non, ça m'embête qu'il faille engager X artefacts dégagés. Ah oui, bah oui. X correspondant à la valeur de mana. Là, ouais, enfin bon... Ouais, t'aurais préféré un coup fixe, genre 5? Engager 5 artefacts, je sais pas, tu vois, je dis 5 par exemple. tu vois. Oui, non, mais 5 c'est un bon coup, 4 ou 5 c'est pas mal déjà. Mais ouais. Ouais, bah, moi je l'aime bien, il est mignon. Ouais, il est assez sympathique, mais je suis pas un grand fan. Ouais. Elenkos, c'est le Ecstatic Electromancer, c'est une créature gobelin et sorcier, c'est une 2-3 pour un incolore, un bleu... et 2 hybrides, pardon, bleu-rouge. Elle a la prouesse, et quand elle arrive sur le champ de bataille ou attaque, on peut défausser une carte. Si on fait ça, on pioche une carte. Ouais. C'est une petite Enko. Ouais, c'est mignon. On passe maintenant aux cartes Boros. T'en as bientôt fini, hein. Oui. On a Aegis of the Legion, un artefact équipement qui coûte un blanc et un rouge. La créature équipée gagne +1/+1 et a le mentor, c'est-à-dire quand elle attaque, on met un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante avec une force inférieure à la sienne. Et quand la créature équipée mentor une créature, mettez un marqueur bouclier sur cette créature. Voilà, si elle devait subir des blessures ou qu'elle devait être détruite, eh ben vous retirez un marqueur bouclier à la place. Et elle s'équipe pour 3. Ouais. Bah, c'est bien, c'est sympa. Il y a beaucoup de texte pour un équipement. Ouais, mais du coup, et pour du Boros. Moi j'aime bien le fait de dire, bah tiens, vas-y, je m'entorse ça, donc je le protège aussi, ça peut être vraiment bien. La suivante, c'est le Boros Strike Captain, c'est une créature Minotaur et soldat, c'est une 3-3 pour un incolore et 2 hybrides rouge-blanc. Oui. Et il a bataillon, donc quand il attaque avec au moins 2 autres créatures, on va exiler la carte du dessus de notre bibliothèque et pendant... Hein? During any turn, you attack to moi. Durant tous les tours, attaquer avec au moins 3 créatures, tu peux jouer cette carte. Ok. C'est un peu la manière de Neyari avec les jetons, quoi. Voilà. C'est assez sympathique. Je trouve que le système est plutôt bien. Ouais. Mais imagine, tu peux plus jamais réattaquer avec 3 cartes. Avec 3 créatures. Ouais, bah ça, vraiment, c'est tout fait exprès. Hein. Ouais. Non, ouais, il est rigolo. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est sympathique et ça fonctionne bien. Voilà. Ça t'est voulu qu'il ait un petit peu d'évasion ou un petit truc pour lui, pour le protéger, l'initiative. Ouais. Quand il attaque, voilà, pourquoi pas.
Bon. Et on finit les Boros avec le Hordrun Mentor, une créature Minotaure et Soldat qui coûte 3 dont 1 hybride de blanc-rouge. C'est une 3-2 avec le Mentor. Logique. Et quand vous attaquez un joueur, la créature... la créature ciblée qui attaque ce joueur gagne l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ouais, donc en fait, en plus de donner le marqueur, tu peux lui donner une init. Oui. À la créature que tu mentors, quoi, grosso modo. En effet. Ouais, c'est mignon. Après, voilà, c'est les Unco, hein, donc on... Ouais, les Unco sont un petit peu... Voilà. On passe à Orzhov, qui est probablement la meilleure guilde. Et on commence avec Kovtus Elegy. C'est un rituel qui coûte 4, un blanc et un noir. Chaque joueur choisit jusqu'à 2 créatures qu'il contrôle, puis sacrifie le reste. Puis vous créez un jeton trésor engagé pour chaque créature que vos adversaires contrôlent. Donc, dans le meilleur des cas, tu rentabilises ton sort. Ouais, tu reprends 6 mana. Tu réduis à 2, tu réduis à 2. Ben, après, toi, il faut pas non plus que t'aies trop de créatures, sinon tu t'y perds beaucoup, en fait. Ouais. Sauf si t'as un intérêt à ce qui meurt. Oui, bien sûr. Donc, intéressant. Non, elle est bien. Hein. Dans un deck Aristo, en plus, c'est intéressant dans tous les cas, donc non, ça fonctionne. Tu vas garder tes 2 qui vont te faire du ping, et puis tu fais, allez hop, ça dégage. Ça sent la carte, quand même, ça sent un peu le staple. Hein. Ouais, vite fait. Ouais, staple. Pas gros staple, mais oui, pas gentil, bonne carte, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que t'auras tendance à vouloir la comparer avec l'autre Vras qui fait des trésors, qui est Blood Money, qui coûte un de plus et qui est un peu moins versatile, on va dire. Parce que ça couvre tous ces Elegy et ça passe au-dessus de toutes les merdes indestructibles, tu vois, donc c'est un peu moins embêtant, on va dire. Ok, la carte suivante, c'est le Syndicate Heavy. On se demande pourquoi, c'est un géant et gredin. Il est très discret. Et très discret. Ça, tu le vois pas arriver quand il te piétine la gueule. Il a l'extorsion... Alors, pardon, excusez-moi, c'est une 4-4 pour 4 dont 2 hybrides blanc-noir. Il a l'extorsion, c'est-à-dire quand vous lancez un sort, vous pouvez payer un mana blanc ou un mana noir, et si vous le faites, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez autant de points de vie. C'est trop bien. C'est trop bien. Je m'attendais pas à ce qu'il ressorte une carte avec extorsion. Et au début de chaque étape de fin, si vous avez gagné 4 points de vie au plus ce tour-ci, enquêtez. Simple. Ouais. C'est efficace. C'est bien, ouais. Bah, extorsion, déjà, c'est une bonne capacité, voilà. Et le fait d'avoir ce côté, bah tiens, tu peux gagner Investigate, tu peux enquêter en plus à Each and Step, ouais. Donc avec les decks de Combal, tu vois, ce genre de deck un peu à la con où tu vas pinguer à tout le temps. Ah non, mais oui, c'est un excellent payoff. Non, c'est cool, il est très sympa. Il est très bien. Et enfin, Afterlife Insurance, c'est un éphémère qui coûte 1 et un hybride noir-blanc. Les créatures que vous contrôlez ont Afterlife 1 jusqu'à la fin du tour, piochez une carte. Donc l'Afterlife 1, c'était au-delà 1, pardon. Quand cette créature meurt, vous faites un esprit blanc-noir 1-1 avec le vol. Bien. Voilà. C'est très efficace. Ouais, ça marche très bien. L'une des meilleures zones cool de ce qu'on a vu en tout cas. On a également les Golgari, il nous reste encore 2 cartes du coup à voir chez eux. Sludge Titan, une créature zombie et géant qui coûte 6 dont 2 hybrides noir-vert. C'est une 6-6 avec le piétinement, damn boy. Et quand elle arrive sur le champ de bataille ou attaque, mêlez 5 cartes, vous pouvez mettre une carte de créature et ou de terrain parmi elles dans votre main, pardon. Ouais, bah on a un nouveau titan dans le cycle. Si on veut, oui. Ouais. Mais là, c'est pas mal pour les decks automeul, je trouve. Ouais, c'est assez sympathique. Surtout le côté, il y a l'automeul et la récupération en plus intégrée. Ouais. Donc ça fonctionne bien. Et enfin, l'Unco, c'est Tribune of Wrath, pardon. C'est une créature elfe et chaman. C'est une 3-3 pour un incolore et 2 hybrides noir-vert. Et quand elle attaque, vous mêlez 2 cartes. Et pour chaque créature mêlée de cette manière, carte de créature mêlée de cette manière, vous créez un jeton 1-1 saprobionte. Super. Encore une fois, pour de l'automeul, c'est efficace. Ça fonctionne bien, quoi. Ouais. Puis bon, ça te récompense vraiment. Alors le truc, c'est que bon, quand elle attaque, d'accord, mais je pense qu'au bout d'un moment, elle va vite être bloquée. Oui, ça reste qu'une 3-3. Hein. Pas des énormes stats. Ouais, mais si t'arrives à faire au moins 3 saprobiontes avec, je pense que t'es déjà content. Ouais. Et on a des terrains qui sont également... un cycle entier, Voilà, un cycle de 10 terrains. On va vite fait vous évoquer ce qu'ils font, hein, mais voilà. Ils font tous la même chose, ils arrivent en jeu engagé. Ils arrivent en jeu engagé, ils font donc du coup soit l'une soit l'autre des couleurs en bicolore, donc il y a les 10 qui existent. Ouais. Et ensuite pour 4 et en engageant, vous pouvez enquêter. C'est ça. Créer un petit jeton. Et en fait, chacun représente une des pièces du jeu Cluedo et c'est avec vue de dessus. Et avec des petits signes, par exemple, dans la salle de billard, le tapis de billard, il y a le sigle Rakdos dessus. Voilà. Il y a des petites références. Ouais, il y a des grosses refs, et donc du coup, il y en a un pour chaque paire de couleurs. Voilà. Voilà, c'est mignon. Moi, ça m'emmerde que ça arrive en jeu engagé, quoi. Ouais. Mais après, en vrai, le fait de pouvoir donner plus... En fait, c'est comme toujours. Si un terrain me permet de faire plus que de donner du mana, c'est un bon terrain.
Ouais, je pense qu'en version budget, en effet, vous allez être intéressé. Il n'y a pas besoin de les sacrifier. Oui, c'est ça aussi. Donc ça, c'est cool. Ah ouais, non, ça aurait été très nul si ça avait été obligé de sacrifier le terrain. Non, là, ils sont ok, ils seront bien pour les jeux qui ont du mal à piocher. C'est ça. Donc je pense qu'il y en a certains qu'on verra plus que d'autres, notamment tous ceux qui sont non bleus. Ouais. Voilà, déjà beaucoup plus. Le Warzone, non bleu, non noir, voilà, ça va être pas mal. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pense du set dans son intégralité, là? Alors, j'aime beaucoup le cycle des 6 commandants qui sont de base du truc. Ils représentent bien l'image de chaque couleur, et je trouve que pour des débutants, c'est genre assez cool à prendre en main. Pas très compliqué. Pas très compliqué, bien couplé avec et bien couplé aussi avec les thématiques de du set là, voire des sets récents. Hein. Quand tu regardes la mono blanc, tu récupères 3-4 boosters Seigneur des Anneaux, t'as des cartes blanches qui vont jouer avec du foot, donc tu te mets bien. Les cartes après exclues, dans l'ensemble, ça va. Elles sont pas exceptionnelles. Bon, les Unco, tu sens que c'est vraiment les Unco. Les Unco, c'est de l'Unco, à part une ou deux. Certaines qui sont vraiment très bien. La Orzhov et la Azorius, je pense que... Je les préfère. Il y en a qui sont mignonnes, assez efficaces, mais sans plus, quoi. Ouais, et ça rajoute... c'est cool de revoir des petits bouts de... Enfin, là, on sentait plus... Là, on sent plus les trucs de guild que dans le set, dans le set de base. Dans le set de base. Ce qui est pas si déconnant en soi. Et voilà, c'est le produit a l'air fun. Encore une fois, nous, on n'a pas mis encore les mains dessus à ce moment-là. Mais en tout cas, les cartes qui sont dedans donnent envie de les intégrer à 2-3 decks. En tout cas, tu vois, il n'y en a pas aucune. Il y en a aucune qu'on a lu en disant ouais, ça, je sais pas où le mettre, tu vois. Non, globalement, c'est plus bon. Il y en a certaines, ça va être c'est vraiment du petit budget où il y a un petit intérêt, quoi. Mais il y a toujours un emplacement pour elle qui peut être intéressant si jamais vous jouez budget, si jamais vous vous intéressez à ce produit-là en particulier. Vous savez que vous pourrez la jouer ailleurs aussi, quoi. Exactement. Ok. Bah voilà, du coup n'hésitez pas à laisser votre avis également dans les commentaires de la vidéo sur le produit, sur le produit, sur le contenu du produit, voilà, donc comme ça. Est-ce qu'il y a un des commandants du deck que vous avez, enfin du produit que vous aurez envie de monter en deck, pourquoi pas. Ouais, voilà. Et sur ce, on va se laisser, on se dit à la prochaine. Salut. Bye.